et bienvenue à ce 7e épisode des Pro-Efficaces en mode inspiration. Mon nom est Kim Manta et je serai votre hôte. Ce podcast est né de mon intention de partager avec vous différentes visions de l'efficacité professionnelle. Cette quête d'efficacité et de productivité est pour moi, personnellement, très axée sur l'automatisation des processus d'affaires. Pro-Efficace aide les solopreneurs et les PME à développer leur entreprise sur le web, à implanter des outils et à automatiser leurs tâches au quotidien. Cela combine une multitude de mes compétences d'automatisation, d'organisation, d'optimisation et d'amélioration des processus d'affaires. Passez voir ma page Facebook au www.facebook.com/pro-efficace avec un S pour y découvrir les ateliers de formation hebdomadaires et les extraits de ce podcast. Ici, au podcast des Pro-Efficaces en mode inspiration, j'ai le plaisir de m'entretenir avec différents invités sur le sujet d'efficacité professionnelle, mais en fonction de leur expertise et leur expérience professionnelle ou personnelle. Je me sens privilégiée et choyée de partager ces instants avec vous. Cette semaine, à l'épisode 7, nous recevons Catherine Fournier, une jeune étoile montante sur la scène politique québécoise. Députée sortante dans Marie-Victorin, bastion péquiste longueuillois depuis 1985, elle succède à Cécile Vermette et Bernard Drainville qui ont successivement remporté la circonscription depuis ma première année de vie. Je vous invite, peu importe vos convictions politiques, à rester à l'écoute, car cette femme est une leader née, elle est très inspirante et souhaite valoriser sa circonscription tout autant que le reste du Québec. Fière milléniale, elle révolutionne la façon de faire de la politique tout en développant ses réseaux sociaux grâce à sa transparence et ses habiletés de rassembleuse et communicatrice enjouée. Elle le fait activement, tout comme les influenceurs web modernes, tout en restant ancrée sur le terrain, environnement qu'elle s'efforce de conquérir jour après jour, même hors campagne électorale. Catherine Fournier gère sa carrière politique comme une pro-efficace et c'est pourquoi j'ai voulu la rencontrer. Nous avons discuté de son livre L'audace d'agir, de l'avenir du Québec, de la génération des milléniaux, des droits humains, notamment ceux des femmes et des minorités, ainsi que les opportunités mondiales pour les entrepreneurs québécois. Alors voici sans plus tarder mon entretien avec Catherine Fournier. Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je reçois Catherine Fournier, députée au Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec, dans Marie-Victorin, donc à Longueuil, juste à côté de chez nous. Moi, je suis dans Taillon. Puis, bonjour Catherine. Bonjour Kim. Ben oui, Taillon, c'est notre voisin d'à côté. En fait, il y a 2 circonscriptions à Longueuil, puis c'est Taillon et Marie-Victorin, vraiment dans le secteur du Longueuil. Donc, on est vraiment pas loin. Parfait. Aujourd'hui, je reçois Catherine vraiment à titre de femme, que moi, je le considère comme une entrepreneur parce que je te vois l'idée de ta business politique comme une entreprise, de leader, de porte-parole, de jeune députée, de Longueuil, de ma ville natale. Bref, pour moi, je te considère vraiment un modèle au féminin que je suis vraiment fière de suivre. Et j'espère que ça inspire aussi plusieurs autres femmes à se lancer dans des carrières des fois non traditionnelles, hein, parce que moi, je suis aussi ingénieure, donc dans un métier traditionnellement masculin. Ouais. Donc, je suis vraiment honorée de ta présence. Merci beaucoup. Je suis super contente d'être là. Dès que tu m'en as parlé, j'ai été ravie d'être invitée parce que toi aussi, tu es un modèle pour moi dans ce que tu fais, dans ce que tu as entrepris. C'est vraiment bien de devoir aller également dans tes projets. Merci beaucoup. Donc, nous sommes tous les deux de la même génération, les Grecs ou les milléniaux. Donc, rapidement, pour le mettre en contexte, les membres de cette génération sont nés entre 1980 et 2000. Donc, moi, je suis une vieille milléniale. Toi, tu es une jeune milléniale. Ouais, vraiment les deux, là. Moi, je suis 90. Donc, on est vraiment comme à l'âge où on dit qu'on consomme le plus, puis qu'on transforme vraiment radicalement le paysage de la consommation, puis nos actions portent quand même un fruit, puis on a beaucoup d'impact. Peut-être, tu sais, l'impact sur le web, justement, qu'on s'approprie présentement. Oui. C'est quelque chose aussi que tu as mis beaucoup dans ta pratique, hein? Utiliser les médias sociaux, c'est vraiment quelque chose qui te distingue à travers toutes les autres députés aussi à l'Assemblée. Oui, totalement. Puis, tu avais raison de dire qu'au fond, oui, je suis une députée, je suis genre une politicienne, mais ça ressemble énormément à être entrepreneur parce que
tu sais, c'est quand même une espèce de carrière qu'on doit gérer, mais aussi un projet qu'on essaye de bâtir autour de nous. C'est ça, ben, en appartenant à une formation politique, on y contribue, mais un peu chacun, on ajoute cette petite pierre à la maison qu'on construit, puis on a une grande influence sur justement comment on le fait avec notre entourage, tout ça. On a un bureau quand on est député, donc il y a des ressources qui nous sont données. On doit gérer un budget, on doit avoir un bureau en tant que tel, on doit avoir des employés. Donc, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec un entrepreneur. On doit prendre des risques en se lançant en politique aussi. Il n'y a rien qui est garanti quand on fait une course électorale. Ça dépend du jugement de la population. Donc, il y a vraiment des liens qui peuvent se faire entre les entrepreneurs et les personnes qui font de la politique. Et évidemment, moi, ce qui m'a beaucoup caractérisé, ce qui m'a aidé à me lancer, ce qui m'a aidé à me faire connaître énormément, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'y accorde beaucoup d'importance parce que je trouve que c'est un formidable moyen de rejoindre un grand nombre de gens en peu de temps. Donc maintenant, avec les communications d'aujourd'hui, je pense qu'on serait bien fou de s'en priver, surtout quand on veut diffuser des idées, quand on veut parler d'un projet. Alors moi, c'est vraiment un vecteur de communication que j'utilise énormément, pas exclusivement, j'utilise quand même d'autres facteurs, d'autres moyens de rejoindre les gens traditionnels. Moi, je suis très proche du monde, donc je suis très terrain là, comme personne. Mais le web, c'est vraiment essentiel pour moi, à mon avis, dans mon travail, puis j'essaye de développer ma personnalité numérique aussi à travers ce que je fais. Okay. Catherine, tu es aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de diversité, de conditions féminines, de lutte contre l'homophobie et la transphobie et en matière de jeunesse. Je t'ai vu aussi t'impliquer en entrepreneuriat à Longueuil avec ton événement, la première édition Entreprendre Marie-Victorin. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a fait connaissance la première fois. Puis j'ai fait des connexions vraiment importantes pour ma nouvelle entreprise Proefficace. Donc, je te remercie fois mille pour cette opportunité de rencontre avec les gens d'affaires de la région. Donc, on revient, tu es la plus jeune femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec. Tu as aujourd'hui 27 ans, je crois? 26? 26. 26 encore? Oui, Mais, encore. Ça va déjà vite, là. Je vais aller prendre une à la fois. mais tu as gagné ta circonscription à l'âge de 24 ans. Exactement. Donc, qu'est-ce qui t'inspire à t'impliquer en politique? Il y a vraiment plusieurs choses qui m'inspirent. Comme tu l'as mentionné, j'ai le privilège d'être porte-parole dans plusieurs dossiers. Donc, si je fais de la politique, c'est avant tout pour les idées, parce que j'avais le goût de défendre mes convictions, ce en quoi je crois. Donc, c'est sûr que ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis lancée. Mais je pense aussi fondamentalement, si on veut faire de la politique, c'est parce qu'on veut contribuer à changer la vie des gens, donc aider à sa manière, puis à faire progresser, dans le fond, autant les individus que les grands enjeux dans lesquels on croit. Donc ça, c'est sûr que ça fait partie de mes motivations. Sinon, ben, c'est sûr que moi, il y avait un projet politique qui m'allumait énormément quand j'ai commencé mon cégep. Ça a été la question de l'indépendance du Québec. Un grand projet collectif auquel je rêve encore, comme des milliers de Québécois. Donc, de pouvoir y contribuer à ma façon, ben, c'était aussi important pour moi. Donc, la politique, ça a vraiment plusieurs facettes. Autant au niveau, comme je disais, national, donc les grands projets, mais les grandes idées aussi, donc les valeurs qu'on porte. Et vraiment au niveau local, ben là, la différence très précise qu'on est capable de faire dans la vie des gens, que ce soit au niveau personnel ou encore au niveau de la communauté. Parce que tantôt, tu parlais d'entreprendre Marie-Victorin, mais ça, c'est enfin une initiative que j'ai prise avec mon équipe, de dire, ben, pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas justement dans le fond, des gens des communautés d'affaires, mais qui sont pas habitués nécessairement de se mélanger, les entrepreneurs, les startups avec comme les plus grosses machines comme la Chambre de commerce, le développement économique Longueuil, puis vraiment inviter tout ce monde-là à venir se jaser pour voir c'est quoi nos besoins à Longueuil, puis comment on est capable d'aller plus loin. Donc, on est capable d'agir en politique sur tellement d'aspects, puis moi, j'ai toujours un peu aimé toucher à tout et développer des projets, puis la politique, ça me permet de le faire. Donc, autant le développement de projet, l'espèce de relation d'aide aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, pour moi, ça répondait vraiment à ce que je voulais faire puis à mes aspirations. Mais on le sent quand on te côtoie que tu as un leadership très mobilisant. Donc, comme tu dis, de réunir des gens comme ça autour d'une vision, d'une mission, ben, en tout cas, moi, je perçois que c'est une de tes forces. J'imagine que t'en es un peu consciente que tu le ressens, que ça fonctionne bien à ce niveau-là.
Oui, tout à fait, puis ça a tout le temps été un petit peu naturel, j'ai l'impression, quand j'étais plus petite aussi, j'étais toujours, pleine de projets, puis j'aimais ça que ça avance, puis j'avais justement cette capacité-là de rassembler autour de moi, puis vraiment d'exercer un leadership. Puis je pense qu'au fil des années, ben là, je me suis améliorée aussi comme leader, là. Puis, ben, on apprend toujours, tu sais, même moi aujourd'hui, en ce moment, on est à l'aube d'une campagne électorale, puis j'ai mon équipe, puis de gérer justement ces gens-là qui s'impliquent avec moi, puis de faire en sorte qu'ensemble, on soit capable d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Ben, c'est sûr que c'est relativement naturel, mais en même temps, je sais qu'on est capable tout le temps de se développer dans notre rôle de leader. Puis c'est ça que j'essaie de faire un peu au quotidien aussi. Tu es aussi auteur. J'ai vu l'année passée, tu as sorti le livre Audace d'agir. Donc, dans ton livre, on dit que tu as dressé l'étendue des enjeux auxquels seront confrontés les jeunes Québécois d'aujourd'hui et tu illustres de quelle façon les pouvoirs d'un pays souverain permettraient de répondre beaucoup plus efficacement aux défis du 21e siècle et favoriseraient le déploiement de notre plein potentiel de réussite collective. Moi, ça me parle beaucoup. Là-dedans, il y a des mots-clés que j'utilise pour pro-efficace, puis j'avais pas triché, j'ai pas copié, mais tu parles d'ambition, hein, à créer Ouais, un pays souverain. Tu parles de répondre aux enjeux de façon efficace. Pro-efficace, on va s'entendre que le mot ouais, efficace est ça le dit assez pas mal, présent. ouais. Tu parles d'atteindre son plein potentiel. Le groupe que j'ai mis connexe, ça s'appelle Exploite ton plein potentiel entrepreneurial. Bon. C'est vraiment des termes forts sur lesquels je construis mon entreprise, puis ça me touche. Mais y aurait-il une certaine connexion générationnelle à travers ces mots-clés-là? Je sais que tu as fait la tournée, tu sais, des régions, des cégeps, tu as parlé à beaucoup de jeunes. Est-ce que tu penses que c'est générationnel d'utiliser ces mots-là, des mots forts? Oui, vraiment, parce que notre génération, on est super ambitieux, puis on a confiance en nous aussi. Moi, je dis toujours qu'on est arrivé là parce que les générations qui nous ont précédés, ben, nous ont laissé les outils qui nous ont permis aussi d'être autant épanouis. Donc, on leur doit évidemment beaucoup, mais ouais, ça c'est clair. Puis d'ailleurs, Jean-Marc Léger, dans son livre Le Code Québec, où il dissèque un peu la personnalité des Québécois, consacre un chapitre aux jeunes aussi, puis il arrive un peu au même constat, confiance, ambition, c'est la volonté aussi entrepreneuriale, c'est vraiment présent partout là, chez la jeunesse québécoise. Donc moi, je pense que c'est une excellente chose, puis tant mieux. Puis c'est drôle, puis c'est une façon peut-être qu'on est capable de se parler puis de se reconnaître aussi, tu sais, dans le sens que tu t'es reconnu dans cette description-là, puis justement, ça nous permet de tisser des liens entre nous, puis peut-être de développer justement cette solidarité dans notre génération pour nous permettre de réaliser justement ce potentiel. Est-ce que tu peux nous parler de quelques enjeux que tu as mis dans ton livre, là, l'expliquer peut-être à notre auditoire? Oui, tout à fait. Dans le fond, dans mon livre, qui est un appel à l'engagement des jeunes de notre génération, que ce soit dans la société ou en politique, plus précisément, ou à un niveau, par exemple, comme toi, entrepreneurial, c'est que j'ai voulu aussi dresser un peu un espèce de portrait des grands enjeux qui nous attendent dans les prochaines années. Parce que si on veut s'engager, ben, nécessairement faut lier à un espèce de défi ou à une cause qu'on veut relever ou quelque chose qu'on veut contribuer à changer. Donc, j'ai parlé, par exemple, dans mon livre, de toute la question environnementale, des changements climatiques. Puis, si on s'entend avec l'été qu'on a, je pense qu'il y a personne qui remet en question ça, là, vraiment, puis ça va s'accentuer. J'ai lu un article encore dans la presse il y a 2 semaines. Tu sais, le Québec va vraiment changer dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique. Puis je pense on n'a pas le choix de se poser des questions puis de prendre des décisions importantes, tu sais, qui vont changer puis transformer nos moyens de consommer et de produire aussi. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est important. La question du vivre ensemble aussi, elle est fondamentale. Au Québec, on a eu des grands débats là-dessus dans les dernières années, depuis les années 2000. Donc, la question de l'immigration, la question de la laïcité. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que le Québec, comme nation, ben, on devienne encore plus fort avec l'apport de tout le monde qui arrive ici, puis qu'on fasse en sorte que tout le monde qui arrive ici aussi, les nouveaux Québécois, ben, contribuent à notre société comme ils veulent y contribuer. Donc ça, c'est vraiment aussi un enjeu fondamental pour l'avenir.
Troisième aspect aussi que j'ai amené, c'est toutes les questions de changement économique. Donc, comment on sait qu'on passe d'une économie qui est plus justement centrée sur le développement de l'entrepreneuriat, comme la volonté des jeunes Québécois est tellement élevée, ben, il faut leur donner les moyens d'y arriver. De l'autre côté, ben, il y a tout l'aspect aussi des finances publiques. Donc, le modèle québécois, comment on est capable justement de pallier au vieillissement de la population, puis comment on fait pour que les jeunes aussi, on puisse avoir des services intéressants, puis qu'on puisse être capable de soutenir ce modèle québécois qui est dans mon quatrième enjeu par rapport aux inégalités sociales, ben, permet au Québec de demeurer une des nations les plus égalitaires au monde et de donner donc une égalité des chances à tous nos concitoyens, peu importe si on est dans un milieu qui est plus favorisé ou défavorisé sur le plan économique. Donc ça, c'est fondamental. Puis malheureusement, on a vu ces dernières années que les inégalités se sont creusées. Et ça, je pense pas que c'est symptomatique d'une société qui est en santé. Il faut au contraire contribuer à réduire les inégalités sociales si on veut tendre vers une société qui est plus juste. Finalement, le cinquième enjeu que j'ai mis de l'avant, c'est la question de la confiance envers nos institutions, qui vient personnellement me chercher très, très particulièrement par le rôle et la fonction que j'occupe, évidemment. Donc, ça compte la politique, là, quand on parle de nos institutions démocratiques, mais c'est aussi la justice, c'est aussi les médias. Donc, c'est un éventail très large, mais c'est parce que moi, je me rends compte que, tu sais, je fais de la politique à une époque où la politique a vraiment pas bonne presse. Puis c'est malheureux parce que la politique, c'est quelque chose de tellement neuf. Puis c'est vraiment là que les grandes décisions se prennent. Ça a tellement d'impact sur chacune de nos vies. Et si on n'a même pas confiance dans les gens qui nous représentent, j'ai l'impression qu'on perd quelque chose de grand parce que ça devrait être un moyen justement de démarrer des grands projets de société, puis d'embarquer la population. Mais là, on n'est pas capable d'aller chercher le monde parce que il y a eu vraiment un fossé qui s'est creusé. Puis avec raison, moi je comprends les gens d'être cyniques envers la politique par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques années, mais ça a changé. Puis il y a vraiment la majorité des gens qui sont en politique, c'est des gens qui veulent vraiment le bien du Québec. Puis même si des fois, moi je suis pas d'accord avec tous les politiciens de d'autres partis, mais au-delà de ça, je suis capable de dire qu'ils sont là pour les bonnes raisons parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont les meilleures idées pour le Québec, même si on n'est pas d'accord. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour rétablir ce lien de confiance qui existe, qui devrait exister entre les citoyens et la classe politique? C'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi, je travaille à mon échelle à tous les jours, puis sur lequel je vais continuer de travailler, mais c'est un peu de même dans plusieurs sphères. Là. La politique n'est pas toute seule à subir le cynisme ambiant et à devoir travailler sur ce lien de confiance. Et je crois que si on veut vraiment aller de l'avant puis progresser comme société, c'est une condition essentielle. Dans ton livre, est-ce que tu fais juste soulever ces enjeux-là ou t'amènes des solutions concrètes ou c'était un peu le but de ta tournée là, d'aller voir sur le terrain les étudiants, la jeunesse, qu'est-ce que eux avaient comme idée créative à apporter à ce niveau-là? Mais je te dirais les deux. Dans mon livre, c'est quand même, non seulement j'expose des problèmes, mais je parle des solutions, des pistes possibles. Je dis pas que j'ai la réponse à tout ou que je suis nécessairement à 100% favorable avec toutes les choses que je mentionne. Mais tu sais, j'essaie d'évoquer un arc de possibilités. Mais c'est clair que ma tournée m'a permis de parler avec les jeunes, de développer aussi ma pensée, puis voir un peu où les jeunes se situent. Puis ça, c'est vraiment intéressant aussi. Puis je vois dans le fond que mes constats qui étaient basés quand même sur une recherche que j'avais faite au préalable étaient quand même bons. La majorité des jeunes se retrouvaient beaucoup dans ce que je disais. Et même, j'ai eu des contributions super intéressantes. Et d'ailleurs, il y a mon rapport de tournée, parce que j'ai quand même visité 40 cégeps puis universités en 3 mois. Et donc, ça va sortir très bientôt. Là, je vais le mettre sur mon site internet, genre demain. Alors, pour les personnes qui sont Donc, ça va être en ligne, puis on va pouvoir mettre le lien là, dans la description. Exactement, ça va être en ligne sur mon site internet. Ouais. Parfait. Comment vont-ils passer à l'action, ces jeunes-là? On parle-tu de militer, d'innover, d'entreprendre, de s'engager? Ouais. Ben, c'est ça, un peu le message de mon livre. Tu sais, c'est sûr que moi, comme politicienne, comme députée, quand j'ai fait des entrevues, tu sais, les gens disaient, ah, c'est parce que là, tu veux vraiment que les jeunes s'impliquent dans les partis politiques. Ben, c'est sûr que ça, c'est une des façons de s'impliquer, puis de changer des choses, puis de faire progresser la société. Et puis moi, évidemment, que j'encourage tout le monde.
tu sais, selon ses valeurs, selon les idées qu'il veut porter, à se joindre à un parti politique. Mais il y a d'autres façons aussi de changer les choses, puis ça peut être complémentaire. On peut s'engager de multiples façons. Tu sais, il y a vraiment plein de moyens par lesquels on est capable de s'engager. Donc oui, l'implication politique, il y a l'implication sociale aussi, communautaire, et évidemment l'innovation. Quand on crée quelque chose, quand on lance une entreprise, et on le voit par exemple que les jeunes lancent de plus en plus des entreprises aussi à vocation sociale et centrée sur le fait de faire progresser la société. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Donc tout ça mis ensemble, tout ce qui découle un peu de cette créativité, puis cette volonté de changer les choses pour le mieux, les choses positivement, ça fait partie du grand spectre de l'engagement. Puis moi, c'est ça le message que je veux lancer, même si bien sûr mon livre est quand même teinté d'un engagement politique, parce que moi, c'est l'engagement que j'ai choisi à ce moment-ci de ma vie. Mais à la fin, j'ai vraiment tenu à montrer justement des exemples de jeunes aussi super engagés, mais de multiples façons. Donc ça, c'est important pour moi parce qu'il n'y a pas juste une façon de s'impliquer et de changer les choses. Mm-hmm. Ben, tu sais, des fois, ben, comme moi, ça m'a pris un peu de temps à m'assumer féministe, si on veut, parce que tout mon parcours scolaire a quand même été simple. J'avais pas d'obstacle à étudier en génie puis tout ça. Puis, tu sais, quand je suis tombée sur le marché de l'emploi, ça a été là que ça a été plus difficile, que ça a accroché un peu. Mais, tu sais, je me suis tout le temps dit, c'est en étant aussi le modèle. Tu sais, il y en a qui ont un féminisme qui vont militer, tu sais, puis aller, tu sais, dans la rue puis tout ça. Mais ça, personnellement, c'est juste, tu sais, moins mon style. Mais il y en a que ça fit avec eux, puis avec moi, ben, tu sais, j'utilise plus le rôle de vraiment être un modèle dans mon domaine, tu sais, de travailler en techno, puis de montrer que c'est faisable, puis que je peux utiliser ces compétences-là techno, puis pas juste être la geek, mais tu sais, exercer mon métier finalement. Ouais, c'est excellent, tout à fait. Puis écoute, moi, je te rejoins un peu là-dedans parce que je m'étais jamais non plus considérée féministe avant de faire de la politique. Parce qu'on dirait qu'on prend ça comme pour acquis, notre génération, parce qu'on est grandi, tu sais, je veux pas, dans un Québec où on a eu les mêmes droits que les hommes, alors que pourtant, on n'a pas besoin de reculer très longtemps en arrière pour voir que, Colin, on en a fait du progrès, là, parce que c'était pas comme ça, tu sais, les femmes qu'on pense que ça fait pas si longtemps, même pas 100 ans, tu sais, presque qui ont le droit de vote, puis en tout cas, c'est vraiment fou, là. Donc, tout le travail qui a été fait par celles qui nous ont précédés, nous, on en est les bénéficiaires. Fait que moi non plus, j'avais jamais senti de frein au fait que je sois une femme, puis que j'ai choisi de faire de la politique, même si ça aussi, là, c'est vraiment un domaine encore malheureusement plus typiquement masculin. On est en train de changer ça. Je pense qu'aux prochaines élections, c'est vraiment bien. Il va y avoir vraiment beaucoup de femmes candidates, donc on l'espère, beaucoup de femmes élues députées, ce qui va contribuer à changer à terme la culture politique. Mais moi aussi, c'est en arrivant en politique que je suis devenue féministe parce que je me suis... Non pas parce que j'ai vécu, tu sais, de la discrimination. Mais tu as eu quand même un échange assez viral avec le premier ministre Ah cette année. ouais, je trouve que c'est un exemple un peu aberrant parce que, tu sais, ça reflète vraiment pas, tu sais, la réception que j'avais eue à l'Assemblée nationale jusqu'à maintenant. Okay. Ça, je pense plus par rapport à mon âge qu'au fait que je sois une femme, mais peu importe, tu sais, je me suis juste dit que malgré que moi, c'est pas parce que moi, personnellement, là, j'ai pas eu d'obstacle parce que je suis une femme ou que j'ai pas vécu ça, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais il y en a d'autres visiblement il y a d'autres femmes qui, elles, le vivent encore aujourd'hui. Tu sais, les filles ont beaucoup plus tendance à se remettre en question, à questionner leurs compétences. Là, on entre dans la période électorale, comme je t'ai dit, puis on essaie de recruter vraiment beaucoup de femmes comme candidates. Puis c'est fou, là, quand tu rencontres des femmes, tu leur disais, on aimerait ça, on te voit bien te présenter, par exemple, dans telle circonscription. Puis les femmes qui sont comme, non, mais non, moi, je peux aider, là, mais je peux me présenter, je suis vraiment pas là encore dans ma carrière ou, tu sais, je pense pas que j'ai les compétences requises pour faire ça. Peut-être dans quelques années, mais tu sais, on parle de femmes là, avec des super CV incroyables, mais qui se remettent en question. Fait que, tu vois, là, qu'il y a un aspect plus, qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la socialisation. Les femmes, on a tendance, on dirait, à être élevées. Puis encore là, je généralise, parce que comme moi, j'ai jamais comme senti ça. Là, visiblement, je
j'étais jeune, puis je me disais: Ah, «Je tu suis t'es capable». lancée. Puis pas Mais innocemment, tu sais, je veux pas que l'auditoire pense que c'est parce que tu étais jeune que tu étais pas au courant du défi, là. Je non, veux dire, tu as non, fait non, tes études là-dedans, tu étais au courant qu'est-ce ouais, que c'était quoi l'implication, puis tout ça, là. C'est pas: «Ah ouais. ouais, OK, je vais dire oui, puis je pensais pas gagner, puis ah, oups, je t'ai lu», Ah là. C'est non, pas non, non, ça, là. j'ai travaillé tellement fort pour ça, fait que, tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, puis je savais que c'était des sacrifices à faire. Puis je sais que ça demande beaucoup de travail, puis tu sais, je m'implique à fond dans ce que je fais aussi, puis si je le fais, c'est parce que j'avais envie, oui, de le faire, Mmh. mais en même temps, je savais que j'avais des choses à apprendre. Puis c'est la politique, peu importe si tu comme 30 ans de carrière avant ou si tu jeune comme moi, tout le monde part un peu sur le même pied d'égalité, donc ça, c'est intéressant parce que sincèrement, même si je suis plus jeune, je sens pas que je suis moins comme compétente qu'une autre personne, puis c'est vraiment, c'est vraiment une autre sphère comme professionnelle, complètement, puis c'est dur de comparer comme avec les autres emplois parce qu'il y a tellement comme d'aspects à ce travail-là, puis c'est plus un mode de vie, en fait. Mais j'ai Heu, vu ton autre entrevue, tu disais que c'était un monde à part, là, de ouais, tu arrivais à l'Assemblée nationale, tout est à apprendre, là. C'est un ouais, univers parallèle quasiment, là. ouais, pas ouais, ouais, totalement, là, tu apprends pas ça à l'école. En entrepreneuriat, on parle beaucoup aux gens là, de, tu sais, de communiquer leur vision, leur mission sur leur page. Puis, tu sais, je pense que toi, tu le réussis très bien. Là. D'ailleurs, ta page est rendue à presque 26 000 abonnés. Puis, je pense que, tu sais, c'est avec cette mission, vision-là qu'on peut engager beaucoup les gens. Euh, c'est aussi un engagement que tu as pris. Tu as fait beaucoup de vidéos live aussi cette année. Tu sais, tu as parlé, tu as communiqué cette transparence-là. Ça va vraiment au-delà de votre rôle de député tu sais, dans les fonctions traditionnelles. Là. C'est vraiment, en tout cas, moi, je perçois que c'est toi Ouais. qui t'implique à fond à ce niveau-là. J'aimerais ça que tu nous partages un peu en quoi cette page-là, puis cette activité-là que tu fais de communication et de transparence est un moyen privilégié que tu as décidé de mettre en priorité là, dans ton rôle de député. Ouais, ben, comme je disais tantôt, pour moi, c'est super important d'utiliser les nouvelles technologies pour justement travailler le lien avec les gens. C'est quand même incroyable, là, quand je pense qu'il y a 26 000 personnes qui sont abonnés à ma page Facebook, comme ça dépasse le Centre Bell, là, si tu mets tout le monde ensemble. C'est vraiment genre juste fou. Puis je me dis, en bâtissant cette communauté-là, ben, je suis un peu redevable aussi aux gens qui me suivent. Puis pour moi, la politique, c'est pas juste de faire des beaux discours, puis de dire, ben là, voici pourquoi vous devez voter pour moi, A, B, C. Pour moi, tu sais, la politique, c'est tellement humain, puis je veux que les gens apprennent à connaître la personne que je suis derrière tout ça, parce que les 2 vont ensemble, tu sais, si j'ai des idées X, Y, mais c'est parce que je suis comme ça, puis de pouvoir permettre aux gens de me poser leurs questions, de me parler, tu sais, de me saluer. Des fois, je reçois des messages, tu sais, c'est juste comme les gens qui prennent de mes nouvelles. Pour moi, c'est fondamental parce que ces gens-là, tu sais, me suivent, donc moi, j'aime ça redonner aussi, puis montrer que je suis accessible parce que je le suis, puis tu sais, c'est même tu sais, au départ, tu sais, quand j'ai lancé ma page, évidemment, je suis partie de zéro, là. Et j'ai tout le temps géré ça moi-même. Puis même aujourd'hui, tu as 26 000 personnes. Disons que j'ai un peu plus de messages qu'au début, quand j'avais genre 400 likes sur ma page. Mais malgré tout, je le gère. Ça prend plus de temps, mais tu sais, je fais des priorités. Puis c'est quand même 26 000 personnes. C'est important d'alimenter. Puis des fois, ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup plus d'impact que ce que je fais dans de d'autres manières. Donc, tu sais, j'essaie de combiner les moyens, puis ça me permet, tu sais, dans ma circonscription, ça me donne vraiment un très bon rayonnement parce que sur 26 000, bon, c'est pas 26 000 personnes à Longueuil, mais il y en a une bonne partie qui sont de Longueuil. Puis quand je fais des assemblées citoyennes, par exemple, Mmh. ben, il y a plein de monde qui vient parce qu'ils l'ont vu sur Facebook, beaucoup plus que dans le publicité traditionnelle, si tu veux. Puis si j'avais pas ça, ce moyen-là pour rejoindre les gens, ben ces gens-là seraient juste pas venus, seraient peut-être pas au courant. Ça leur Ben, permettrait ton ouais, événement Entreprendre Marie-Victorin, moi, je l'avais trouvé via Facebook. OK, Puis c'est ça. d'ailleurs, je voudrais souligner, c'est un Ouais. des rares événements qui était de jour. Donc pour Mmh. une jeune maman monoparentale comme moi, c'était après l'entrée à l'école des enfants et c'était pas un 5 à 7, c'était pas un déjeuner trop tôt, c'était juste un sweet spot, là, je pense que c'était autour de 9h, 9h30 ou même 10h. Exact, ouais. Tu sais, d'innover aussi, de faire les choses différemment de temps en temps, ça aide aussi à amener
des personnes qui peuvent pas, tu sais, désolée, moi, le soir 5 à 7, c'est rare que je fais garder les enfants, là. Tu sais, Ouais. faut concilier autrement, puis, Tout à tu sais, fait. ça, Faut je offrir ça, l'apprécie des vraiment. options qui sont différentes. Puis c'est sûr que c'est les technologies, ça nous le permet, mais il y a rien qui remplace vraiment à 100% le contact humain. Fait que, tu sais, c'est important d'organiser des événements comme ça. Puis par exemple, cette année, en parlant de conciliation travail-famille, j'avais justement eu un commentaire d'une maman monoparentale comme toi qui m'avait dit: «Moi, je peux jamais venir à tes assemblées citoyennes parce que, tu sais, c'est souvent le soir». Donc là, j'avais comme pas pensé à ça. Fait que je me suis dit: «Ben écoute, je vais en faire une cette année en après-midi, tu sais, ça va être plus facile pendant justement les heures d'école». Puis finalement, j'ai fait. Puis tu vois, ça a servi pour ces mamans-là. Donc tant mieux, tu sais, je veux tout le temps donner un moyen aux gens de me rejoindre. Ouais. Mais j'ai vu même tu avais comme une table de, je sais pas, de discussion, là, tu avais mis jeu pour les enfants, il va y avoir un petit spot, et ils vont pouvoir jouer là, puis tu sais, on va pouvoir se concentrer. Fait que tu sais, il y a cette pensée-là aussi en arrière, puis tu sais, probablement que si tu n'avais pas ta page, tu sais, si le monde te trouve juste dans le journal ou juste dans les médias traditionnels, ben, ils vont peut-être pas, tu sais, penser à te donner la suggestion de «Ah, j'aurais aimé ça participer, mais tu sais, voici l'objection pourquoi j'étais pas là». Ouais, Fait que exact. Les ça gens ne sont pas gênés, tu sais, de m'interpeller, de me donner des suggestions. Justement, les gens se sentent plus proches de moi parce qu'ils me côtoient comme au quotidien grâce aux réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment un avantage. Tu es députée porte-parole, comme on disait, en matière d'immigration, de diversité, de conditions féminines, lutte à l'homophobie, transphobie. Parlons un peu concrètement au Québec, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont l'impression justement qu'on est très avancé, que tu sais, la lutte n'est pas vraiment réelle, que c'est peut-être que c'est vraiment loin de chez nous à l'international, mais on a quand même des trucs là, au Québec à changer encore. Là. Ouais, vraiment, là, c'est fou. Moi aussi, j'avais l'impression, tu sais, ah mon Dieu, pourtant, les droits, tu sais, sont quand même acquis, mais il faut jamais oublier, puis ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Tu sais, les droits, c'est jamais acquis. Et on le voit en ce moment, tu sais, avec Donald Trump, tu sais, le droit des femmes, par exemple, à l'avortement, puis tout ça, tu sais, c'est remis en question. Donc, c'est pas parce qu'on a acquis un droit qu'il n'y a pas de risque qu'on le perde un jour. Fait qu'il faut toujours être vigilant, puis il faut toujours être certain, tu sais, que les personnes qui font partie des groupes, tu sais, marginaux, ben, soient protégées. Alors, c'est sûr avoir une vigie là-dessus, mais tu sais, en ce moment, il y a des groupes qui ont commencé à exister, que ça s'appelle là, des thérapies de conversion d'homosexualité. Donc, il y a des groupes qui vraiment comme proposent des services pour comme te guérir de ton homosexualité. Là, c'est fou. Alors, pis ça, c'est même pas interdit. Alors, moi, par exemple, tu sais, une des propositions qu'on a au Parti québécois, c'est de légiférer pour juste interdire les personnes qui proposent ça, parce que c'est pas vrai qu'on va guérir de l'homosexualité, là, c'est pas une maladie, c'est quelque chose, tu sais, qui est naturel, puis qui est inné aussi, là, donc il y a pas question de guérison quelconque. Donc ça, par exemple, ça, c'est vraiment c'est probant, ça montre qu'il y a encore du travail à faire, puis ben, c'est sûr que toute la question de la transphobie. Donc, toute la question très large des identités de genre, c'est sûr que c'est pas encore autant accepté que la question des orientations sexuelles, sur laquelle on a beaucoup progressé là, au Québec depuis 20-30 ans. Les identités de genre, c'est encore plus difficile, on le voit, la question trans, ça pose des gros débats. Il y a encore des gens qui croient pas, qui croient que c'est comme un monter en épingle, tout ça. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire toujours et c'est pour ça qu'on tient à y travailler. Aujourd'hui, nous conversons en français dans le cadre de mon podcast, un terme que j'ai conservé un peu en anglais. Je l'appelle le podcast des pro-efficaces en mode d'inspiration. Ça Euh, s'appellerait comment ça devrait être balado. ouais, ok. Mais en tout cas, il y a une petite flamme en moi là, qui est bilingue, qui n'arrive pas à trouver les bons termes francophones pour représenter des mots largement utilisés en anglais. Tu sais, je peux penser à empowerment aussi. Tu sais, on utilise beaucoup le woman empowerment. Je trouve que c'est difficile, tu sais, à traduire en français, de prendre le pouvoir. Tu sais, il y a comme pas un mot super fort qui, tu sais, qui représente ce Ok, genre. empowerment. J'allais dire coaching, mais encore là, c'est un peu l'anglais. C'est pas exactement ça. Ouais, t'as raison, ça c'est vraiment parce que ça englobe plein de concepts, comme fait qu'il n'y a pas tant de mots exacts. Je sais même pas ce serait quoi la traduction qu'on pourrait trouver genre dans un traducteur. Mais c'est souvent prendre le pouvoir, mais tu sais, c'est comme plusieurs termes.
Mais c'est ça, mais tu sais, en même temps, c'est inspirer, c'est donner confiance, tu sais, c'est vraiment plusieurs concepts qu'on dirait mis ensemble. Ouais. Mais tu sais, je veux juste faire le disclaimer. Je sais même pas comment dire. Le, d'avouer. Ironique, hein? L'avertissement, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, mes enfants vont à l'école en anglais. Je considère ça comme une chance de pouvoir les envoyer en anglais pour vraiment, tu sais, mieux les outiller. Pour moi, le bilinguisme, c'est vraiment important, surtout de travailler sur le web et tout ça. Mais j'ai constaté là, dans votre programme du PQ quand même qu'il y a une mention pour augmenter quand même substantiellement la proportion de cours en anglais intensifs dans l'enseignement primaire secondaire. Donc ça, je l'apprécie beaucoup. Mais conditionnel, tu sais, à la maîtrise, ils disent suffisante, là, une connaissance suffisante du français. Ouais, c'est ça, parce que la difficulté parfois, puis tu sais, je comprends ton choix ce que tu veux faire, mais c'est que même les enfants, tu sais, par exemple, si tu vas aller à l'école en anglais, après ça, ils ont un français qui, par exemple, à l'écrit ou à la lecture, qui peut être faible. Fait Mhm. que ce qu'on dit, c'est qu'ils faisons, tu sais, l'école en français, là, sauf exception, comme tes enfants ont exception. Mais par contre, c'est important justement de parler d'autres langues. Il y a l'anglais, il y en a d'autres, mais au Québec, c'est sûr que c'est plus utile d'apprendre l'anglais comme première langue seconde. Alors, donnons plus de ressources pour que justement les gens soient contents d'aller à l'école en français, mais qu'en même temps, on leur donne d'excellentes bases en anglais parce que oui, pour réussir dans notre monde, c'est important là, de parler non seulement deux, mais même éventuellement trois, même quatre langues. Plus on parle de langue, plus c'est facile. Ceci dit, je voulais comme souligner un peu l'importance pour ceux qui nous écoutent de continuer à faire des affaires en français. Il y avait beaucoup ça aussi. Au-delà de l'obligation qui peut être imposée par la loi, pour moi, pour mon entreprise Proefficace, je le fais vraiment en français. Puis c'est une évidence qu'il manque de contenu francophone, d'entreprises francophones pour desservir les francophones. Puis tu sais, sur le web, écoute, le marché, il est international aussi. Donc la Mhm. francophonie, tu sais, quand on parle de francophonie, là, dans le monde, c'est quand même très, très présent. Là. Il y a comme beaucoup de personnes à desservir. Fait que, Ouais, d'ailleurs, j'ai un petit mot là-dessus. oui, En fait, va être la langue la plus parlée dans le monde à partir de 2050 à cause de l'explosion démographique dans les pays africains où la langue officielle est le français. Donc, c'est vraiment vecteur d'avenir, en fait. Puis, il y a beaucoup d'affaires à générer en français. Alors, moi aussi, je lance le petit mot aux entrepreneurs qui nous écoutent. mais c'est ça, je voulais qu'on parle, tu sais, est-ce que le marché est trop petit ou quoi que ce soit? Non, il est en pleine expansion dans Exact. dans le Le secteur. marché francophone, c'est sûr qu'il ne faut pas se limiter au Québec. Non seulement il faut regarder ce qui se passe en Europe, mais je vous invite à regarder évidemment du côté de l'Afrique, c'est là que ça va se passer. Puis là-bas aussi, il y a beaucoup, tu sais, c'est une économie qui est en émergence. Donc, par exemple, une entreprise comme la tienne, c'est Proefficace qui aide les entrepreneurs. Ben, en Afrique, c'est en ce moment là en train de se développer, en train de se créer des entreprises en émergence. Donc, moi, je vous dis, ce genre de service, go, parce qu'il y a de la demande là, qui est en cours. Mhm. Puis, les étudiants que tu as rencontrés, ceux qui veulent, tu sais, entreprendre ou innover, est-ce qu'ils ont cette tendance-là à se trouver un nom de compagnie anglophone pour, tu sais, pouvoir aller chercher le financement à l'international? Tu sais, souvent aux Ouais, États-Unis. on a tendance à penser que c'est comme ça que ça se fait, mais pour vrai, moi, en tout cas, je trouve qu'on aurait tout avantage, comme Québécois, en fait, à exploiter justement la force de la francophonie à travers le monde. Puis là, tu sais, je parlais de l'Afrique, mais même, il y en a partout, là. Le français, c'est une des deux seules langues, en fait, il y a seulement deux langues qui sont parlées sur tous les continents, le français puis l'anglais. Alors, il faut exploiter ça. Puis en plus, nous, au Québec, on a la chance de bien maîtriser l'anglais en plus. Donc, tu sais, faisons les affaires en français. Puis en plus, on a cette corde supplémentaire à notre arc d'être capable de s'exprimer en anglais. Donc, on peut aussi penser à faire les deux, tu sais, anglais et français. Comme ça, écoute, le marché est encore plus énorme. Puis je pense que tu as raison de dire que ça m'en prend du contenu francophone en ligne. Puis en passant, tu sais, c'est ça, si vous développez juste en anglais, le marché africain, oubliez ça, tu sais. Pourtant, c'est lui qui a le plus de potentiel dans Mhm. les prochaines années. C'est peut-être contingenté, tu sais, des fois, un investisseur a déjà investi du côté anglophone avec une autre compagnie, puis il chercherait peut-être à, tu sais, desservir le marché Exact. francophone. Des fois, c'est pas juste géographique, tu sais, c'est vraiment comme la langue au complet, parce que transposer tout ce qu'une compagnie fait de l'anglais vers le français, il y a des coûts énormes, tu sais, puis c'est pas tout le temps facile de virer le bateau de bord puis
traduire tout. Si on a une compagnie qui est déjà bien ancrée en français, bien, elle dessert automatiquement tout le marché C'est ça. francophone. Ça permet de vous distinguer sur le marché aussi, Mhm. de se distinguer parce que, tu sais, les autres entreprises anglophones, il y en a tellement, tu sais, c'est une marée, mais tu sais, c'est plus facile de peut-être de se distinguer, par le français. Je vais faire la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs pour être plus efficaces dès cette semaine dans la création d'un monde meilleur? Bon, c'est sûr, suivre son cœur aussi, ce que vous avez envie de faire, parce que bon, il y a plein de choses sur lesquelles on est capable d'agir, puis c'est important, je pense, pour marquer un changement durable, puis avoir le goût de continuer dans ce parcours-là, mais que ça soit un enjeu qui vous touche, qui vient vous interpeller particulièrement, un ou plusieurs enjeux. Puis ensuite, ben, de trouver une manière qui nous rejoint selon nos besoins, notre disponibilité, ce qu'on a envie de faire aussi, parce que bon, si on veut s'impliquer, mais qu'on n'aime pas le moyen qu'on choisit, ben, c'est évidemment pas très durable comme approche. Donc, il faut être sûr qu'on est capable de rester focus aussi sur notre objectif. Donc, l'implication selon la facette que l'on veut. Mais sinon, à plus courte échelle, ben, j'invite tout le monde à lire mon livre, L'audace d'agir. Ça va peut-être donner des idées à certains, à me suivre sur les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est sûr que cette année, je pense que c'est particulièrement important cet automne d'aller voter parce que nécessairement la politique, ça a un grand impact sur nous, les entrepreneurs comme les autres, les individus dans nos vies, que ce soit pour les familles, les aînés, dans le système de santé, peu importe, on est tous touchés à quelque part par ce qui se passe en politique. Donc, s'informer sur les programmes des différents partis pour voir quelles idées sont les plus proches des nôtres, puis ensuite d'aller exercer son droit de vote le 1er octobre prochain. Et merci beaucoup, Catherine. Merci de ta générosité, d'avoir été présente avec nous. Une longue entrevue pour apprendre à mieux te connaître. Vraiment, c'était important pour moi, là, au-delà de l'élection, vraiment de rencontrer une jeune femme qui est leader puis que je considère qui gère comme une entrepreneur son rôle de députée. Fait que merci encore vraiment beaucoup. Puis bonne continuité. Merci. Bye bye. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a influencé à avoir confiance en notre élève politique au Québec. Je vous invite à vous informer sur la campagne et à vous déplacer pour rencontrer vos candidats. Vous y trouverez des gens d'une grande intelligence et bien moins caricaturés à comparer aux grands titres des journaux ou de la télévision. Sans oublier, allez voter. Vous trouverez tous les détails de l'épisode ainsi qu'une belle surprise au www.proefficace.com/épisode 007. Je vous invite aussi à vous abonner à l'émission des Pros efficaces en mode inspiration sur votre appareil mobile. Et si vous y laissez un avis, j'irai vous lire rapidement. Promis! C'était Kim Mentant, une pro efficace en mode inspiration, qui vous dit à la semaine prochaine.